Bonjour les amis cinéphiles, aujourd'hui je voulais parler d'un film que j'ai découvert hier, faire une petite réaction, on pourrait dire presque à chaud, d'un film de Michelangelo Antonioni sorti en 1957 qui est Le Cri avec Steve Cochrane et Alida Valli. Et en fait c'est un film que je trouve assez intéressant. Pour recontextualiser, en gros ça parle d'un homme qui est en fait va être séparé, enfin qui va être en rupture avec la femme qu'il pensait aimer, ou en tout cas lui qui croyait qu'elle l'aimait. Ils avaient une fille ensemble et ils vont finalement elle va le tromper et elle va décider de mettre fin à leur relation qui a duré une dizaine d'années, il me semble, ils disent dans le film, ou 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, enfin l'âge de leur fille. Et puis en fait, dès le début du film, on apprend que sa femme, donc jouée par Alida Valli, et l'homme est joué par Steve Cochrane, qui s'appelle Aldo dans le film. En fait, elle a rencontré quelqu'un d'autre et elle décide de mettre fin à cette relation. Donc en fait, cet homme-là, Aldo, va partir avec sa fille dans un road movie euh, entre plusieurs villages et rencontrer plusieurs femmes qui vont essayer de lui faire changer d'avis, de changer voilà, de se changer les idées. Et en fait, d'une certaine manière, voilà, il va penser que à elle et il va pas arriver à oublier cette relation et il va être obsédé par elle. Et bon, voilà, je vais spoiler dans le film, mais en gros, voilà, il va retourner dans le village, il va essayer de le reconquérir. Entre-temps, sa fille va partir, la fille va repartir. Au début, la fille, c'est un peu laborieux ce que je dis, mais voilà, en gros, la fille va faire la route avec lui, mais en fait, après, ils vont être séparés, il va y avoir des petites péripéties, il va partir de village en village, il va rencontrer des anciennes connaissances, il va avoir des petites histoires d'amour, mais on sent bien qu'en fait, voilà, il ne sera jamais vraiment satisfait, il va finir par faire cette espèce de road movie que on a presque l'impression tourne en rond parce que il part vraiment jamais très loin du village d'origine dans lequel enfin lequel débute le film. Il retourne dans ce village et à la fin, voilà, je vais spoiler, mais à la fin, il va décider de se suicider. Une scène très belle d'ailleurs à la fin, très crue mais très intéressante. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de comprendre comment Antonioni, en fait, il est arrivé à l'Aventura, à l'Eclipse, à ces fameux films sur l'incommunicabilité. Comment on peut créer une telle radicalité esthétique? Quelles ont été les démarches, tout en sachant qu'il a commencé, Antonioni, dans le néoréalisme? Quelle a été la rupture et quel a été le film qui est sorti avant l'Aventura? Et c'est l'Aventura est sorti en 1960, à la même année que la Dolce Vita. Et il faut savoir que le Cri et Grido est sorti en 1957, donc 3 ans avant. Et c'est assez marrant parce que le film est vraiment assez classique, très néoréaliste, vraiment. Il ne déroge pas à la règle, cinéma social, prolétaire. On n'est pas encore, il ne filme pas encore la bourgeoisie du boom économique de l'Italie des années 60, qu'on verra dans l'Aventura, dans l'Eclipse, dans la Notée. Il filmait vraiment un côté prolétarien, alors qu'avant, apparemment, il filmait déjà la bourgeoisie. Donc c'est 1957, il fait déjà un écart en changeant un petit peu son angle de vue. Il va filmer les prolos, il va filmer des gens qui galèrent, qui n'ont pas le temps de s'ennuyer, parce que dans les autres films comme l'Aventura, suite à une séparation, ils vont avoir tout le temps d'y repenser, car en fait ils n'ont rien à faire de leur vie. Et c'est un peu ça le sujet des films de Antonioni, c'est que ils ont le temps de s'ennuyer, et l'ennui est beaucoup plus complexe et profond dans la classe bourgeoise que dans la classe prolétarienne qui, elle, n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Donc c'est intéressant qu'il focalise sa caméra sur cette classe-là en 1957, mais le film est quand même assez classique et j'ai presque un peu été déçu parce que je m'attendais vraiment à quelque chose vraiment qui prépare vraiment le terrain pour l'Aventura, et en même temps c'est quand même un film assez académique mais qui a quand même des touches très intéressantes parce que voilà, il faut le savoir que il y a vraiment le chef opérateur qui fait vraiment des merveilles dans un noir et blanc assez somptueux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'en fait le film, cette espèce de road movie, se passe à peu près sur 9-10 mois, à peu près le temps d'une grossesse, parce qu'en fait sa femme, donc jouée par Alida Valli, qui va continuer sa vie de son côté, va avoir un bébé
et en fait va être enceinte pendant tout le temps du road movie où son mari est parti, où Aldo fait la route. Et quand il va revenir dans le village à la fin, elle a accouché en fait, donc ça finit sur un bébé. Donc on comprend qu'il y a à peu près 9 à peu près 10 mois qui se sont passés. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de temporalité, les saisons ne changent pas, c'est toujours un peu hivernal, un peu gris, c'est toujours le même ciel, on n'est jamais vraiment... on est un peu perdu dans la temporalité et en même temps on a l'impression que ça se passe toujours au même endroit. Il y a quelque chose de la stase un peu métaphysique qui déjà fait penser un peu à l'Aventura, à l'Éclipse, à la Notée, tout ça. Mais en même temps, voilà, le film nous perd un peu temporellement, donc on pourrait dire que c'est en cela que on reconnaît déjà un peu la démarche d'Antonioni. Et j'aime beaucoup au fait aussi que le film, que vraiment, il ne prend pas parti. En fait, on comprend que le personnage d'Alida Valli, on comprend pourquoi euh, elle veut plus être avec Aldo, on comprend un peu son adultère, on comprend cette volonté un peu d'être libérée. On n'arrive pas trop à la juger, mais en même temps, on la déteste un peu. Et Aldo, c'est pareil, il n'est pas vraiment jugé parce que on pourrait dire que ça pourrait être un personnage détestable, mais finalement non, il est toujours un peu touchant. Il essaie d'avoir d'autres relations qui fonctionnent d'ailleurs un petit peu. Les femmes sont assez sincères, les femmes sont très belles, qui vont graviter autour d'elle, mais on sent qu'il est toujours un peu dans un ailleurs, dans quelque chose de très beau qui pour moi m'a rappelé un peu... c'est pour moi les plus belles histoires d'amour, c'est souvent les histoires de rupture, quoi, ou les histoires d'adultère. Ça va être un peu comme Brève rencontre de David Lean, ou des films voilà, donc un peu modernes que j'aime beaucoup comme ça, où la relation d'amour ne va pas forcément être filmée comme une relation classique. On va voir l'attente, la découverte et tout. Et c'est souvent, comme je dis, souvent les histoires de séparation sont les plus belles histoires d'amour. Comme dans L'Innocent de Visconti, c'est en se séparant que les personnages vont mieux se retrouver d'une certaine manière et mieux se comprendre, en prenant un peu chacun leur distance. Mais contrairement à L'Innocent ou à Brève rencontre, là finalement ça va pas du tout les rapprocher, ça va vraiment créer un espèce de fossé. Et donc quand il va revenir dans le village d'origine, elle va avoir son bébé, il va se sentir exclu et il va donc sauter de cette fameuse tour, cette usine de sel qu'on voit au début du film, hein, dans là où il travaillait, quoi, qui était déjà une espèce de symbolique qu'il avait au-dessus de sa tête, une espèce d'épée de Damoclès qui planait déjà depuis le début du film, comme une espèce de métaphore du prolétariat et de sa culpabilité, ou plutôt de sa jalousie, quelque chose de très intéressant. Et c'est très intéressant Antonioni joue sur cette verticalité. Il est en bas de la tour, puis à la fin, il monte en haut de la tour et il se suicide. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le film s'appelle El Grido, le cri, et on attend ce cri pendant tout le film, là où le personnage d'Aldo ne s'énerve jamais vraiment. Il est toujours dans un calme, dans une retenue qui vraiment crée quelque chose d'organique avec cette mise en scène qui est toujours dans un espèce d'entre-deux, dans une stase temporelle et presque météorologique. Et le personnage de Aldo ne dit jamais vraiment rien, il est toujours intérieur et on attend ce cri de sa part. Et finalement c'est le personnage d'Alida Valli qui à la fin va produire ce cri quand elle va voir son mari se suicider, tomber de la tour pour arriver à ses pieds. D'ailleurs la scène à la fin, c'est vraiment une espèce de piéta, elle est à genoux par terre, sur le corps de son mari décédé, qui a d'ailleurs les bras en croix. Donc c'est vraiment une sorte de piéta symbolique très 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 belle. Et c'est elle qui va produire ce cri assez déchirant, qui pour moi est une espèce de dernier cri du néo-réalisme, du cinéma néo-réalisme. Vous savez, ce cinéma des années 40 qui est né avec Rossellini, Rome ville ouverte, Les Amants diaboliques de Visconti, avec De Sica, le voleur de bicyclette, ce genre de film-là. Et de certaine manière, c'est un peu le dernier cri du néoréalisme qui va produire la modernité de la fameuse incommunicabilité du reste des films d'Antonioni. On a l'impression qu'en fait, tous les films qui sortiront après d'Antonioni, après le cri, sont un peu les échos funestes, funèbres du cri, en fait. L'Aventura, l'Éclipse à noter, c'est un peu les temps morts. On dit souvent qu'Antonioni filme les temps morts. Au lieu de filmer la dispute, il va filmer les personnages qui vont plus parler, les errances. Il va filmer ce qu'on ne voit pas forcément dans les films, les silences, les scènes inutiles. D'une certaine manière, le cri, c'est un peu la séparation, la dispute originelle. C'est le film le plus bavard, c'est un film plus classique. Il va filmer ce déchirement pour après filmer dans tout le reste de sa filmographie ce néant, ce côté post-apocalyptique, cette tour d'ailleurs à la fin qui est irriguée, qui vraiment représente cette culpabilité. C'est vraiment la symbolique du décor social
du néant existentialiste qui va rester dans tous les films d'Antonioni après. On pense à l'île de l'Aventura, on pense au Rome dans l'Éclipse, on pense à tous ces monuments qu'il va filmer de manière assez froide et mécanique, aussi dans le désert rouge, avec tout ce côté industriel très froid. D'une certaine manière, la tour à la fin du cri, c'est le premier monument de vide existentialiste qui va irriguer, qui va contaminer tout le reste de la filmographie d'Antonioni. Et ce cri-là, c'est le dernier cri avant le vide existentialiste. Et cet écho, en fait, qui va gangréner tous ces autres films. Je trouve ça très beau, en fait. D'une certaine manière, le film est très classique, mais en même temps, c'est une dernière forme de classicisme et une dernière forme de néoréalisme nécessaire avant le vide existentialiste que j'aime beaucoup du reste de ses films. Après, il partira dans sa tournée internationale avec Blow Up, où il filmera le Swinging London. Bien sûr, on aura Profession Reporter, où il filmera l'Afrique, ou même Zabriskie Point, où il partira aux États-Unis. Il filmera le vide existentialiste des hippies des années 70. Mais c'est très intéressant, voilà, de voir un peu cette démarche, et je voulais vraiment comprendre quel était le processus qui a amené à l'Aventura, parce qu'un film comme l'Aventura, ça se fait pas d'un coup. D'où ça vient? Et d'une certaine manière, en fait, si, ça s'est un peu fait d'un coup quand on voit vraiment la différence entre l'Aventura et le Cri. Et vraiment, elle est assez flagrante. Il y a eu trois ans d'attente entre le Cri et l'Aventura. Il a fait une petite pause, je pense qu'il s'est remis en question et qu'il s'est dit maintenant, il faut que j'arrête de faire de néoréalisme, c'est pas mon style. On sent que beaucoup de réalisateurs néoréalistes, d'ailleurs on en avait un peu marre, hein, que ce soit Antonioni qui s'est vite débarrassé avec Senso du néoréalisme, qui a un peu trahi l'héritage du néoréalisme, d'ailleurs un film aussi avec Ali Davali, hein, et Farley Granger, Ali Davali qui joue dans le Cri. Mais c'est marrant, comme beaucoup de réalisateurs, on a un peu marre de ces conventions du néoréalisme un peu instaurées par Rossellini, qui est devenu presque un genre un peu obligatoire quand on veut faire du cinéma italien. Il y a beaucoup de réalisateurs qui n'étaient pas à l'aise là-dedans et qui se sont débarrassés de ce carcan. On le sent vraiment avec Antonioni, avec Visconti. Et ça, c'est très intéressant. D'une certaine manière, le Cri, c'est son dernier cri néoréaliste, mais on sent qu'il en avait marre, qu'il se remet en question et qu'après, il a tout laissé tomber, qu'il a fait l'Aventura. Il a trouvé vraiment son style, son moyen d'expression. Et j'aime beaucoup ce film-là parce que on a aussi ces différentes histoires d'amour dans le film qui vont être un peu... Il y a 3 histoires d'amour qui vont être les 3 parties du film, qui vont structurer le film, mais ça mène un peu nulle part. Et ça m'a fait penser un peu au le film Le Feu Follet avec de Louis Malle. C'est pareil, un personnage qui va vouloir se suicider, qui va essayer de se changer les idées en rencontrant d'autres personnes pour voir si elles peuvent le faire changer d'avis, mais finalement rien ne le fera dévier de sa trajectoire d'une certaine manière. Et ça, c'est très beau, c'est très nihiliste, mais en même temps c'est très lucide, c'est très brut, très cru, mais en même temps c'est très beau. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et je trouve aussi qu'il y a quelque chose de vraiment humaniste aussi dans ces personnages, comment il va les filmer à hauteur d'homme. On pourrait penser aussi j'avais déjà pensé à Brève rencontre de David Lean, mais en vrai c'est très différent parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez radical, une forme de radicalité qui est en train de se former déjà avec ce film, avec Le Cri. Et voilà, c'est vraiment un film où je voulais vraiment découvrir quel était vraiment le déclic qui a créé l'Aventura, d'où est venu ce film, d'où est venue cette modernité. Est-ce que Le Cri était déjà une forme de déconstruction d'un cinéma néoréaliste étouffant? Il y a un peu de ça, il y a un peu voilà, c'est vraiment un film que j'ai trouvé très riche, très beau, avec cette petite fille aussi très touchante aussi, parce qu'on sent qu'il est un peu perdu, qu'il ne sait pas trop s'en occuper, mais en même temps c'est un père très aimant, qui a des défauts, hein, parce que par exemple au début du film il met des claques à Ali Davali, à sa femme, c'est très misogyne, c'est très condamnable, mais en même temps bon, on est dans les années 50, donc on pardonne un petit peu, mais c'est un personnage terriblement touchant, terriblement humain, qui est à la fois perdu, mais qui est à la fois sûr de ce qu'il veut faire, et qui a déjà vraiment choisi dès le début du film en fait quelle va être sa trajectoire, hein, tragique. Et c'est très beau. On a aussi cette espèce de révolution ouvrière à la fin qui presque en toile de fond, comme si ça n'intéressait déjà plus Antonioni. Le fond social n'intéressait plus Antonioni, lui va s'intéresser au fond humain. On avait déjà ça un peu aussi on aura plus tard ça dans l'Éclipse, avec cette scène de la bourse qui n'intéresse pas vraiment Antonioni. Il va filmer plutôt le chaos, le brouhaha humain,
pour filmer la perte des sentiments et cette fameuse incommunicabilité, qui est d'ailleurs un mot que j'aime pas trop et que je pense Antonioni n'aimait pas trop parce qu'on y a vraiment collé cette étiquette de l'incommunicabilité. Mais je pense que c'est plus complexe que ça parce que oui, Antonioni filmait les temps morts, mais filmait pas forcément que les temps morts. C'est un peu facile de dire ça, c'est vraiment, quand on parle d'incommunicabilité ou de temps mort, c'est une porte d'entrée pour comprendre un petit peu son cinéma. Mais je pense que c'est un peu se fourvoyer. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est un cinéaste nihiliste, car il filme des lieux vides, des lieux désertiques, des lieux presque post-apocalyptiques, comme s'il aimait une sorte de fétichisme de lieux touristiques débarrassés de toute forme de population. Donc il pourrait y avoir presque un geste nihiliste, misanthrope, mais pas du tout, parce que on pourrait dire, oui, alors il aime filmer les endroits vides parce qu'il n'aime pas les gens, mais pourtant il a filmé l'humanité de manière tellement complexe qu'on ne peut pas dire qu'il aime les gens, mais il aime les contradictions de ces personnes-là. Et d'une certaine manière, il a filmé comme personne l'Italie post-boom économique des années 60, vraiment avec peut-être Fellini qui lui va filmer plus la décadence. On pense à la Dolce Vita qui est vraiment l'image un peu de carte postale de cette Italie. Vous savez, les femmes avec les lunettes de soleil, les hommes en Vespa, le confort matériel qui est arrivé après la guerre et qui a amené cette Italie un peu de carte postale de Dolce Vita. Et là où Fellini filmait la décadence, avec la Dolce Vita encore une fois, Antonini va filmer le vide existentialiste. En gros, on a tout le besoin matériel, on a tout, on est riche, mais on n'a plus du tout l'humanité, on n'arrive plus vraiment à se comprendre, on n'arrive plus à se parler. Là, un film comme par exemple La vie difficile de Dino Risi, avec Alberto Sordi, faisait vraiment cette transition en gros où la période de la guerre des années 40 était dure, on était obligé de se cacher, on était obligé d'être résistance, mais pourtant la vie était beaucoup plus intense et l'amour, d'ailleurs l'histoire d'amour avec Alberto Sordi et Léa Massari dans Une vie difficile est très touchante parce qu'ils vivent dans une espèce de clandestinité et en même temps ils vivent intensément et vont complètement perdre ça après dans l'Italie des années 60, donc du boom économique. Ils vont avoir un confort matériel et vraiment quelque chose d'une situation professionnelle beaucoup plus stable, et pourtant ils vont avoir perdu une sorte vraiment comme de naïveté et tout ça, vraiment c'est Dino Risi, et on pourrait dire filme ça de manière un peu ironique, de manière aussi triste, mais de manière quand même un peu comment dire, ludique, là où Antonini lui va vraiment filmer l'entre-deux, ces fameux temps morts et cette fameuse incommunicabilité. Et j'aime beaucoup ça en fait, parce que d'une certaine manière ils ont tous filmé cette Italie-là et ils l'ont tous critiqué, mais je trouve encore quand même que c'est un peu facile de dire qu'Antonini ne filme que les temps morts et l'incommunicabilité, parce que pour moi ça voudrait dire qu'il est misanthrope, et pour moi il filme simplement l'humain en fait, c'est vraiment ça que je voulais dire, et l'humain perdu dans quelque chose qui le dépasse et qui a perdu un peu ses repères, qui a perdu un peu ses combats, et qui n'a plus vraiment de but, et qui a dans une Italie vide en fait, et que j'aime beaucoup, et qui d'une certaine manière est déjà annoncé avec Le Cri, donc ce film sorti en 1957. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce film. Je me suis encore complètement perdu, c'est catastrophique, ça ressemble à rien cette critique, mais bon voilà, c'est vraiment, si je vous ai donné un tout petit peu envie de voir Le Cri et de vous intéresser au cinéma d'Antonioni malgré mes déambulations, et que totalement, je me suis encore complètement perdu, mais voilà, j'essaie de faire en sorte que Antonioni puisse être je pense, un réalisateur accessible. Il ne faut pas se laisser effrayé par la critique qu'il a beaucoup trop mis dans des institutions et a rendu ça presque inaccessible. On a l'impression qu'on va regarder quelque chose d'extrêmement chiant, mais comme je dis toujours, le cinéma d'Antonioni, c'est pas un cinéma intellectuel, parce qu'il ne faut pas avoir de bagage intellectuel ou littéraire ou de références complexes pour comprendre le cinéma d'Antonioni. Tout le monde peut comprendre le cinéma d'Antonioni de manière instinctive, de manière humaine. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder son cinéma. Après, on peut recontextualiser, après on peut essayer de comprendre, on peut essayer de comprendre le contexte dans lequel le film a été fait, mais je pense que c'est pas la bonne démarche. Et pour moi, le but avec mes vidéos en vrai de Print the Legend, c'est vraiment de vulgariser des films complexes et de me dire qu'en gros, aucun film n'est inaccessible. Si un film a été fait par un réalisateur, c'est qu'il est fait pour être vu par tout le monde en fait.
et que aucun film n'est au-dessus de ses spectateurs, même s'il y a des films qui ont une démarche complexe, il y a des films qui se méritent aussi d'une certaine manière. Tous les films ne sont pas faciles d'accès, mais je pense que tous les films sont faits pour être vus, et Antonioni ne déroge pas à la règle. C'est un cinéaste passionnant, qu'il ne faut pas voir comme une pièce de musée ou comme un livre d'histoire, mais comme quelque chose de profondément humaniste, de très intéressant, même si je pense que je n'ai pas encore tout compris de son cinéma, parce que je n'ai pas encore tout vu, et encore une fois je vulgarise, je pense que des experts d'Antonioni me diront que je passe complètement à côté de son cinéma, mais je pense que personne passe à côté de son cinéma et que tout le monde peut le comprendre. C'était vraiment ma démarche avec ce film-là, en tout cas de parler d'une transition de ce cinéma-là plus accessible et de donner envie de voir ce cinéma-là et d'autres films italiens bien sûr, Visconti, De Sica, Rossellini. Et voilà, c'est vraiment le but de ma vidéo. Si vraiment vous voulez vous intéresser à Antonioni, commencez peut-être par ces films néoréalistes, donc avant Le Cri, avant 1957, pas tout de suite par l'Aventura, parce que moi j'ai commencé tout de suite par l'Aventura et ça a été un choc. Mais voilà, c'était vraiment mon but. Encore une fois, discuter de films entre vous, c'est très important. Partager même de films complexes, même de films moins complexes. Je pense que tous les films sont intéressants, même de nanar, même de divertissement, de films d'animation. C'est très intéressant. Le plus important, c'est de parler de films, c'est de communiquer, c'est de faire passer votre passion. Encore une fois, continuez à aller au cinéma, continuez d'acheter des DVD, de regarder des films et d'en parler, c'est le plus important. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas du tout encore de quoi je vais parler. Et je vous dis bonne journée et à plus.